qu'elle aussi serait bientôt vieille et qu'ils vieilliraient ensemble. Elle était un peu gênée par une varice à la jambe gauche, et un jour qu'il était entré dans la chambre avant qu'elle ait fini de se déshabiller, il avait vu qu'entre les brides de satin noir de son soutien-gorge prétentieux, la chair de son dos avait gonflé, et que son dos lui-même s'était arrondi, légèrement, mais assez pour que cela se voie. Elle ne s'était jamais plainte, et elle était toujours satisfaite du contrat d'origine. Malgré la princesse de Clèves, elle était restée conventionnelle. Elle continuait à lui dire bonne nuit, en lui donnant un baiser avant de se retourner résolument de l'autre côté, et elle était là tous les matins pour lui demander s'il avait bien dormi, car le sommeil devenait pour tous deux un sujet important, pour lui servir son café dans sa tasse personnelle, et pour lui prouver que malgré l'âge, rien n'avait vraiment changé. 3. Fibiche se souvenait. Il se souvenait de tante Marie, qu'il appelait tante, et de l'appartement rempli de meubles sévères, de style gothique, où il avait passé tant d'années à se demander si son désarroi cesserait un jour. Il se souvenait d'avoir vécu maladroitement, sans jamais savoir, même après coup, s'il agissait bien ou si ses actes étaient aussi futiles qu'il le croyait. Il avait perdu la mémoire des années qui avaient précédé son arrivée, et c'était cette perte qui l'avait envoyé chez une psychanalyste. Aucune reconstitution d'importance ne s'était produite, rien de ce dont il pensait pouvoir tirer une identité. Tout ce qui restait de l'opération, en dehors de la possibilité angoissante de retourner délibérément à son lieu de naissance, ce qui constituait en soi un exercice d'archéologie humaine entaché nécessairement de superstition, tout ce qui restait de l'opération, donc, c'était un fragment isolé, une image singulière, arrachée sous une contrainte bienveillante à une peur énorme qui prenait du temps à s'apaiser. Il avait par exemple une image de tout petit garçon, bien dodu, noyé dans un grand fauteuil à oreilles, dont il savait qu'on l'appelait le Voltaire, et d'une sensation de paresse, de satiété et de sécurité dans la lumière faiblissante d'un après-midi d'hiver. Il en déduisait que l'on avait dû l'installer là pour qu'il se repose après un repas de famille, un déjeuner dominical peut-être, mais il ne pouvait pas parvenir à découvrir qui se trouvait là, ni se rappeler dans quelle pièce cela se passait. Mais il savait qu'il n'avait pas pu inventer cette image qui lui revenait très clairement de temps à autre. Le fait qu'il se voyait gros était capital, puisque pendant le reste de sa vie, il avait été d'une maigreur ridicule, cadavérique. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, son esprit avait été occupé par des pensées de nourriture qui ne lui paraissaient jamais suffisantes. En pension, la nourriture était dégoûtante, mais cela lui était égal, car l'important c'était qu'elle fût là. Il ne devait plus jamais être tout à fait certain qu'il y aurait un autre repas, même après son mariage, avec une femme qui connaissait tous ses besoins. Malgré tout son amour pour son petit garçon, il avait eu un serrement de cœur la première fois que sa femme s'était approchée de l'enfant pour lui couper la viande en petits morceaux dans son écuelle. Il s'était senti triste et extrêmement heureux.
et extrêmement honteux que ses désirs dussent être subordonnés à ceux de l'enfant, et qu'il en fût mécontent. L'analyste s'était beaucoup intéressé à cet épisode. Il avait peur de l'avenir. Il se souvenait d'en avoir toujours eu peur. Il était poursuivi par des rêves qui n'avaient aucun lien entre eux, sinon l'incongruité de leur cadre et le fait qu'il semblait s'y passer beaucoup de nettoyage, de travaux domestiques. Il rêvait que des hommes importants, des hommes publics, un ministre, un magnat de la presse, s'adressaient à lui avec amabilité et paraissaient tous bien disposés à son égard. Dans ses rêves, il était question d'une sorte de rendez-vous dont il savait qu'il tournerait à son avantage, mais avant qu'il puisse avoir lieu, il devait récurer une cuisine abandonnée ou une salle de bain obscure pendant que dehors le soleil brillait et qu'une foule de gens flânaient sur de larges trottoirs. Il était tourmenté aussi par de petites jalousies et enviait Hartmann pour l'aisance avec laquelle il acceptait le monde tel qu'il était, sans se retourner vers un passé qu'il n'avait jamais vraiment appréhendé. Il avait 5 ans de moins que Hartmann. Il était parti de chez lui à 7 ans et pouvait donc difficilement espérer retrouver les années oubliées, d'autant qu'il vieillissait plus vite que Hartmann. Il se reconnaissait à peine à présent, avec ses cheveux gris distingués, sa démarche hésitante et son visage habituellement inquiet, où ses nouvelles dents donnaient une impression de vigueur à laquelle il ne pouvait pas croire. Il lui arrivait souvent de promener sa langue dans sa bouche pour s'assurer que ses dents étaient toujours là. Il allait prendre sa retraite, pensait-il parfois, et consacrer son temps à mettre de l'ordre dans toutes ces histoires avant qu'il ne soit trop tard. Et il le ferait sans intervention extérieure. Il entendait par là son analyste, Mrs. Gebhardt, avec son aura maternelle stupéfiante, mais fallacieuse, et son sourire aimable, bâti sur une solide indifférence. En attendant, une partie du passé, la plus accessoire, était encore présente, de telle sorte qu'il restait aux prises avec l'ennui et l'incompréhensibilité de ce segment de sa vie qui n'avait aucune valeur pour lui, alors que la partie essentielle, celle qui aurait expliqué son caractère et lui aurait fourni une lignée, celle-là manquait de façon irrémédiable. Tout simplement parce qu'il n'y avait eu personne pour lui en parler. Il éprouvait la sensation angoissante de ne vivre que d'extrême justesse. De sa vie bizarre, depuis son arrivée à la pension, puis dans l'appartement de tante Marie à Campen Gardens, il se rappelait beaucoup de choses, mais le souvenir était sans intérêt, fastidieux, et Fibiche était même un peu agacée par sa ténacité. La tante avait été une femme bonne, mais comme elle n'avait pas eu d'enfant, elle manquait de la chaleur instinctive dont il était assoiffé. Elle était bonne par inadvertance, par distraction, sans jamais comprendre vraiment que les enfants ont besoin de se savoir l'objet d'une attention constante et non d'irruptions fortuites d'un instant dans leurs conversations ou dans leurs activités. L'appartement de Campen Gardens
était remplie de meubles noirs tarabiscotés, et chaque secrétaire, chaque crédence, car il y en avait plusieurs, avait l'air d'avoir été dessinée par les frères Grimm. Il y avait sur tous les murs des tableaux d'amateurs, d'un genre criard, car le défunt mari de la tante avait été un artiste, de ceux qui s'étaient réunis à Hampstead avant la guerre. Il jouissait de revenus qui lui avaient permis de continuer à produire ses abstractions en orange et vert, sans s'inquiéter beaucoup si personne ne les achetait. Il en faisait souvent cadeau à des amis pour un mariage ou un anniversaire. Les amis hochaient la tête d'un air pénétré en assurant qu'il évoluait. Il en restait tout de même beaucoup entassés sur 2 ou 3 épaisseurs dans la petite pièce qui devait recevoir Fibiche. Ainsi, au cauchemar des meubles s'ajoutait la présence permanente de paysages cruels, dans le style de Derain à ses débuts, la Provence sous le ciel de Hampstead, ou bien Hampstead tel qu'il aurait pu être aux environs d'Avignon. « Mon mari était un fauve », avait dit la tante en lui montrant la chambre, et Fibiche en avait déduit petit à petit que le défunt Jessop avait eu des instincts carnivores. Il avait frissonné de peur et avait retourné les tableaux contre le mur. La tante avait fait preuve de bonté en ne le remarquant pas, ou bien, si elle l'avait remarqué, en n'y opposant aucune objection. Ou bien encore, était-elle aussi lasse de ces peintures qu'il l'aurait été lui-même s'il avait dû vivre avec elle toute une vie en couple. La tante était arrivée en Angleterre quand elle était jeune fille pour épouser Mr. Jessop, et, par égard pour son invite, elle s'était habillée avec art, avec des perles d'ambre et les cheveux au vent, et avec la cape de tweed qui avait fait si forte impression quand elle rendait visite aux garçons dans leur pension. La cape de tweed avait été achetée avant le départ. Elle était de si bonne qualité qu'elle ne s'était jamais usée, et elle était tout à fait à la mode quand la vogue en est revenue dans les années 50. La vie de bohème avait davantage appris à la tante à préparer du vin chaud épicé pour 15 ou 20 camarades qui venaient à l'improviste discuter toute une soirée de l'interprétation marxiste de l'histoire qu'à nourrir des gamins affamés avec des rations insuffisantes les jours de congé. Elle aimait préparer tout en même temps, en général le vendredi soir, pour qu'ils puissent avoir un repas d'une certaine splendeur, tandis que le reste de la semaine, on se contentait de coupe-faim peu appétissants. Il faut reconnaître que la tante donnait à ce repas unique une cérémonie impressionnante. Elle allumait des bougies et déployait une nappe damassée. Une jeune fille falote était invitée, une nièce de son défunt mari, et elle arrivait tôt le vendredi après-midi pour les aider dans les préparatifs. Le menu ne variait jamais: langue braisée à l'orientale, suivie de pommes au four. Parfois il y avait aussi de grosses noisettes du Kent, et Fibiche était chargée de les casser. Il se souvenait d'avoir tendu les noisettes épluchées à la jeune fille falote qui s'appelait Christine Hardy. Plus tard dans la soirée, elle disparaissait silencieusement pour aller faire la vaisselle. Une douleur qu'il n'avait encore ni l'âge ni l'audace de reconnaître pour de l'ennui le saisissait dès que la nappe était repliée et qu'il fallait supporter le reste du week-end. La tante encourageait les promenades parce qu'elle ne sentait pas le froid, et le radiateur électrique à une seule rampe n'était pas allumé avant le soir, et encore avec réticence. En traversant Hampstead
en traversant Hampstead Heath avec Hartmann, qui était la seule autre personne qu'il connaissait, Fibiche se demandait si cette vie finirait un jour, puisqu'il savait bien qu'il ne pouvait pas retourner chez lui. Sa terreur et son désespoir étaient sans bornes. Parfois, le soir, il abandonnait sa place devant le radiateur électrique pour aller vomir en cachette. La tante le savait, même si on n'en parlait jamais. C'était Hartmann qui s'occupait de lui, bien que Fibiche préférât être malade sans que personne ne le remarque. « Assieds-toi, Thomas, » disait la tante quand il revenait dans le salon, le visage tout blanc. « Assieds-toi et réchauffe-toi. Tu es en sécurité ici, tu sais. » C'était sa façon d'être gentille. Elle ne s'affolait jamais, ne s'énervait jamais, et c'est ainsi que les symptômes disparurent avec le temps. Mais Fibiche gardait toujours un estomac sensible, et il détestait les nouveautés, il s'en méfiait, certain qu'elles allaient le rendre malade. Il était friand de farineux, et mangeait autant de pain et d'amidon que possible. Il grandit rapidement, mais il avait du mal à croire qu'il avait été ce gros enfant repu, le système digestif en paix, assis dans le fauteuil qui s'appelait le Voltaire. Pas le Voltaire, un Voltaire, lui avait expliqué la tante bien plus tard. C'est un fauteuil, avec un haut dossier et des oreilles, très confortable. Nous en avions à la maison. Dans son salon, on s'asseyait sur des canapés à ressorts trop bas, avec de gros accoudoirs, reliques de l'époque où elle s'était installée. Les objets plus précieux, elle les avait apportés, comme par exemple les assiettes. Comme par exemple les assiettes au décor compliqué vert et blanc dans lesquelles ils avaient mangé les pommes cuites. Dans la salle de bain, des taches de rouille s'étendaient sous les robinets de la vieille baignoire aux pieds griffus. L'eau était chaude, mais il était recommandé de ne pas la gaspiller. Le roi d'Angleterre n'a besoin que de 5 doigts d'eau pour son bain, disait la tante. Veillez à faire de même. À travers les larmes provoquées par sa dernière crise de vomissement, Fibiche voyait des girandoles clignoter tristement sur le fond des murs beiges. Les rideaux du couvre-feu étaient tirés et la pièce était sombre, mais pas plus sombre que dans la journée où le mobilier imposait sa présence. Après avoir fait la vaisselle, la jeune fille Falotte revenait en apportant le thé. « Merci, mon petit, » disait la tante. « Merci, mon petit, » disait la tante, et elle mettait dans la tasse de Fibiche un sucre supplémentaire pris sur sa ration. Il se souvenait de telles gentillesses. De temps en temps, on voyait arriver des amis d'autrefois, de gros hommes en costume de tweed taché et des femmes sans maquillage. La tante elle-même était une belle femme qui se tenait très droite, avec élégance même. Les cheveux flottants de sa jeunesse étaient depuis longtemps disciplinés. En une sorte de rouleau savamment fixé autour de la tête. Elle avait une mauvaise vue et portait parfois des lunettes à verre teinté. Sa présence parmi les anciens camarades de son mari paraissait incongrue, et dans le voisinage on jasait parfois, mais elle ne le savait pas, ou si elle le savait, cela lui était égal. Elle ne manquait pas d'une certaine grandeur, et elle faisait des efforts louables. Elle passait ses journées à récolter des objets très ordinaires pour la bienfaisance
ou à tricoter mâle pour les hommes sous les drapeaux. Le curé venait la voir, surtout pour montrer sa largeur de vue, car elle lui avait dit avec un rire sonore qu'elle était libre penseuse. Elle était particulièrement efficace auprès des familles qui se trouvaient à la rue par suite des bombardements et qu'elle s'acharnait à faire reloger. Elle n'était jamais malade, jamais inactive, jamais négligente. Dans l'ensemble, c'était une femme distinguée, mais sa présence mettait mal à l'aise. Elle était la seule parente de Hartmann, de Fibiche et de la jeune fille Christine. Aussi devait-il conserver d'elle des souvenirs communs. Un jour, elle les avait emmenés tous les trois écouter Myra Hess jouer Bach à la National Gallery. Quand Hartmann partit pour l'armée, Fibiche resta avec la tante, à laquelle il versait une partie de son salaire de l'imprimerie. Après la guerre, elle se mit à vieillir vite, comme si elle n'avait plus sa volonté de faire et son caractère égal. La tension qu'avait provoquée la présence chez elle des deux garçons finissait peut-être par se faire sentir. Elle n'avait jamais voulu d'enfant et aurait été très heureuse toute seule, avec ses innombrables activités pour occuper son temps. Mais elle commençait à compter sur Fibiche pour qu'il lui tienne compagnie le soir, pour qu'il effectue de menues réparations dans l'appartement et transporte les achats. Sa vue avait baissé très vite et elle ne lisait plus. Ils écoutaient la TSF ensemble et communiaient en silence dans la pièce radiophonique du samedi soir, le grand moment de la semaine. La tante aimait particulièrement les pièces où il était question de détectives ou de criminels qui se faisaient passer pour d'honnêtes citoyens. « Ah ah, je te vois venir !» s'exclamait-elle, les cheveux toujours noirs, le dos toujours droit. Mais, le farajou appliqué à la diable, elle paraissait soudain bizarrement étrangère. Pourtant, elle continuait à ne jamais quitter sa chambre, sans s'être soigneusement habillée et préparée, responsable devant le monde. Avec ses premiers et maigres appointements, Fibiche lui acheta un bouquet de violettes qu'elle tint un moment contre sa joue avant de le poser. Fibiche les mit dans un pot de crème d'anchois, les jugeant trop modestes pour un vase. Avec son deuxième salaire et sur une mystérieuse impulsion religieuse et nationaliste, il acheta une reproduction d'une gravure de Dürer représentant des mains jointes. « Quelle horreur !» dit la tante en plissant les yeux d'un air sévère. « Je déteste ce style léché. » « Mais c'est un grand maître de la Renaissance, » objecta Fibiche, qui doutait de plus en plus de son acquisition. « Pas vraiment, » dit la tante. « Un esprit très malsain, aucune trace d'exubérance latine là-dedans, une âme grincheuse. Enfin, si tu l'aimes, je ne voudrais pas te contrarier. » En l'achetant, Fibiche avait aspiré à la noblesse. Il fut déçu. L'image resta sur le mur de sa chambre, jusqu'à ce que sa piété commence à l'irriter, puis il la décrocha. Il devint extrêmement grand et très beau, ce dont il n'était pas conscient. Il restait malheureux et embarrassé, surtout à cause de son appétit qui continuait à le tourmenter. Il se voyait abandonné pour toujours dans la chambre d'amis de la tante, où il introduisait en secret des pots de beurre de cacahuètes et des paquets de biscuits. La tante s'intéressait de moins en moins aux soins du ménage et Fibiche apprit à faire la cuisine. La jeune fille, Christine Hardy,
continuait à venir de temps en temps et elle lui apprit des rudiments. Il fut bientôt capable de préparer un bon consommé, un plat de riz relevé et une compote de fruits secs que la tante accueillait avec enthousiasme. La cuisine de Fibiche se conformait au goût de sa tante. Il savait qu'il allait être responsable d'elle jusqu'à la fin, et peut-être jusqu'à sa fin à lui, et il était persuadé que Hartmann, encore absent, comptait sur lui pour conserver une sorte de foyer pour eux deux. Malgré son tempérament anxieux et mélancolique, Fibiche avait des instincts nourriciers, alors qu'il rêvait de bénéficier des mêmes instincts. Malgré son tempérament anxieux et mélancolique, Fibiche avait des instincts nourriciers, alors qu'il rêvait de bénéficier des mêmes instincts chez quelqu'un d'autre. Or, il semblait que cela n'arriverait jamais. Quand il rentrait de l'imprimerie au pas de course, avec sa chemise sale, un précieux os à moelle et une botte de carottes dans son sac à provisions, il n'avait rien d'autre à espérer que le retour de Hartmann. Quand arriva la lettre de la Croix-Rouge, l'informant de la mort de ses parents, mais il savait depuis toujours qu'ils étaient morts, et des instructions qu'ils avaient données à propos de l'argent qu'il attendait en Suisse, il ne comprit pas tout de suite qu'il n'avait plus besoin de mener une existence aussi étriquée. Il continua à aller à l'imprimerie et remit toutes les décisions au retour de Hartmann. En ce qui le concernait, rien n'avait changé. Il ne voyait pas les regards admiratifs que certaines filles lui lançaient, ou s'il les voyait, il était trop timide pour les admettre, encore plus pour les interpréter. Il disait rarement bonjour parce qu'il avait peur de montrer ses mauvaises dents. À l'imprimerie, on le tolérait, mais il avait peu d'amis. Il n'invitait jamais personne chez lui. Ce n'était pas un endroit pour y inviter des amis. La tante et lui vivotaient ensemble dans les pièces sombres. Ils écoutaient la radio, ne parlaient que très rarement et se couchaient de bonne heure. Le sommeil, qui n'avait jamais fait défaut à Fibiche pendant son enfance, constituait pour lui un plaisir toujours renouvelé, et il allait le rester jusqu'à ce que les rêves viennent le troubler, jusqu'au moment où Fibiche pensait avoir atteint l'âge de se laisser vivre. Quand Fibiche avait 19 ans, la tante tomba malade. Elle fut prise de faiblesse et reposait souvent dans son fauteuil, la tête en arrière et les yeux fermés. Fibiche ne savait pas si elle dormait ou si elle était évanouie. Il demanda l'avis de la jeune fille Christine, et ils décidèrent que l'un d'eux resterait toujours auprès d'elle. Ainsi, quand Fibiche allait travailler, Christine arrivait. Il la retrouvait le soir et connut l'expérience rare de rentrer chez lui en trouvant le repas préparé. La tante était silencieuse, mais elle paraissait sereine. Elle leur souriait dans ces moments de lucidité, n'exprimait aucune amertume, aucune urgence, aucune récrimination, et mettait toute sa confiance dans ces deux gardes-malades improvisés. Le médecin laissait des pilules que Fibiche jetait. Il savait très bien ce qui arrivait et espérait être à la hauteur de la tâche. Il était reconnaissant à la tante pour la courtoisie avec laquelle elle avait mené sa vie et vivait à présent ses derniers jours. Pendant toutes les années qu'il avait partagées avec elle, il n'avait rien appris sur elle. Et maintenant il était trop tard pour poser les questions qu'il aurait dû poser plus tôt. Peut-être, se disait-il, aurait-elle aimé parler de sa vie avant leur rencontre, de Gessop, de ses amis, et de l'aventure qu'il avait amenée dans cette partie du monde. Il lui était reconnaissant aussi de ne l'avoir jamais accablée en lui faisant part de ses sentiments, maintenant qu'il réalisait combien la présence de deux garçons apeurés avait dû l'importuner. Tous les soirs, il l'accompagnait dans sa chambre en la soutenant, en la portant presque, et l'aidait à se coucher dans son grand lit de noyer. Il laissait leurs deux portes ouvertes pour pouvoir l'entendre si elle appelait pendant la nuit.
Un soir de novembre, où il rentrait tard, il entendit comme un faible gémissement lancinant et trouva Christine décolorée et effrayée. Le son s'enflait et faiblissait, se transformait par moments en monologue rauque. « Elle est comme ça. Elle est comme ça depuis cet après-midi, dit Christine. C'est la fin, répondit Fibiche. Ils portèrent la tante dans sa chambre, car c'était déjà un poids mort et elle était trop absorbée par son monologue intérieur pour faire attention à eux. Ses pieds traînaient par terre et Christine dut retourner chercher ses pantoufles qu'elle avait perdues. Quand elle fut installée dans son lit, elle cessa de parler. Bientôt les gémissements recommencèrent, et pendant les brefs intervalles de répit, elle fronçait les sourcils, comme si quelqu'un ou quelque chose lui causait un profond mécontentement. Fibiche insista pour que Christine rentre chez elle, car il savait que la tâche lui incombait. Elle refusait de partir, mais il lui expliqua qu'il aurait besoin d'elle le lendemain, et finalement elle s'en alla. Fibiche savait que la tante ne passerait pas la nuit. Il s'assit près du lit, scrutant le visage agité, les paupières closes. De temps en temps, il prenait la main qui se crispait rythmiquement sur le couvre-lit. Les heures passèrent, non pas avec une lenteur désespérante, comme il l'avait craint, mais avec une espèce d'exultation. Chaque fois qu'il regardait la pendule, c'était pour constater avec étonnement qu'une heure de plus s'était écoulée. Dans la rue, le bruit de la dernière voiture s'éteignit et tout fut silencieux. À 2 heures, tante ouvrit les yeux, parut sur le point de dire quelque chose, lutta contre une sorte d'excitation grandissante, le regarda bien en face et retomba en arrière, morte. Fibiche tira le drap sur son visage et resta auprès d'elle jusqu'au lever du jour. Quand Christine arriva, elle versa quelques larmes, puis elle se calma et alla dans la cuisine faire chauffer la bouilloire pour le thé. Fibiche téléphona au médecin qui lui dit ce qu'il devait faire. Il éprouvait du dégoût, de la lassitude, comme s'il avait vu la mort plusieurs fois auparavant. Au milieu de la matinée, il se sentit affamé, et ce signe de normalité lui fit penser qu'il survivrait à l'épreuve, comme il avait survécu à tout. La présence de Christine, qui dans le meilleur des cas se taisait, et le cas n'était pas des meilleurs, l'aida à tenir son rôle. Quand on sonna à la porte, il se leva pour faire entrer le médecin. Mais c'était Hartmann, jovial, dans son uniforme kaki enfin démobilisé. C'est alors que Fibiche pleura. Depuis ce jour-là, il s'était laissé guider par Hartmann. C'était Hartmann qui avait eu l'idée de monter une affaire avec une confiance de joueur qui avait convaincu Fibiche. Avec le temps, l'idée qu'ils pouvaient utiliser leur argent séparément disparut, et ils mirent vraiment tout en commun. Leurs premières expériences leur avaient donné l'identité dont ils avaient besoin, et tant qu'ils vivaient ensemble, cette identité devenait de plus en plus rassurante, si bien qu'arrivés à un certain âge, ils menaient une vie aussi pleine que n'importe qui de leur entourage. Il faut dire que c'était merveilleux d'avoir près de soi un caractère aussi heureux et insouciant que celui de Hartmann, et qu'il protégeait Fibiche de ses pires excès de mélancolie. La mélancolie était toujours là, certes, elle ne disparaîtrait jamais, mais pendant les années de leur jeune maturité, quand leur commerce ridicule était en place et même prospérait, Fibiche connut une certaine frivolité. Les 2 hommes partaient en vacances ensemble avec leurs épouses. Ils louaient des villas en Normandie, ils achetaient des voitures, bref, se comportaient en bons vivants. Hartmann agissait ainsi comme s'il était né pour ça. Fibiche, par provocation, pour voir jusqu'où il pouvait aller sans se faire réprimander ni se faire arrêter. Les habitudes de prudence et d'effacement étaient trop enracinées en lui pour être facilement surmontées. Mais personne ne semblait penser qu'il n'avait pas le droit de s'amuser, et jamais il ne fut convoqué chez le censeur.
Bientôt, il se mit à grossir et son appétit redevint presque normal. Quand il voyait le soleil à sa fenêtre, c'était presque un homme heureux. Pourtant, au fond de lui, il n'avait jamais quitté l'appartement de Campen Gardens, où il était resté 5 ans après la mort de tante Marie, jusqu'à ce que Hartmann, le premier à se marier, ait trouvé les 2 appartements qui leur permettaient d'être aussi près l'un de l'autre qu'il était possible pour des hommes mariés. Hartmann, qui avait hâte de quitter le quartier lugubre de Campen Gardens avec ses maisons de briques et ses rues tortueuses, déménagea dès qu'il eut envisagé sérieusement d'épouser Yvette. Il l'avait amenée à Campen Gardens, où Fibiche s'était parfaitement conduit. Il l'avait traitée avec respect, ce que Hartmann ne faisait pas, et l'écoutait pendant des heures. Cependant, Hartmann avait en tête une cour plus active, et il trouva l'appartement d'Ashley Gardens sans avoir beaucoup à chercher. Ses plaisirs lui avaient toujours inspiré ses actes les plus efficaces. Il se mit ensuite à se renseigner auprès de ses voisins pour savoir s'ils avaient l'intention de déménager et leur demanda de le prévenir dans l'éventualité où ils trouveraient un autre endroit à leur goût. Fibiche vivait toujours modestement à Campen Gardens et continuait à porter son sac à provisions avec son os à moelle et sa botte de carottes. Il était toujours d'une grande beauté et continuait à n'en savoir rien. Il commençait lentement à vivre, mais cela prenait beaucoup de temps, comme s'il n'avait pas osé croire au soleil qui réapparaissait à sa fenêtre, ni admettre qu'il était libre désormais d'inventer sa vie. Il époussetait régulièrement les meubles gothiques, aérait la chambre de tante Marie et passait tranquillement ses soirées à écouter la TSF. Il jeta tout de même la reproduction de Dürer et s'arrangea pour se débarrasser de plusieurs tableaux de Gessop chez l'un des nouveaux brocanteurs qui s'établissaient dans le quartier. Il était heureux de rendre visite à Hartmann et Yvette et n'éprouvait aucune jalousie pour leur confort. C'était un homme distrait et peu communicatif qui ne s'animait que lorsqu'il travaillait et qui chez lui restait le plus souvent plongé dans ce qui passait pour de la rêverie. Il se montra finalement digne de confiance, simple, estimable, et devint l'élément sérieux d'une entreprise que Hartmann continuait à considérer un peu comme une plaisanterie. Seuls les voisins le trouvaient légèrement bizarre, parce qu'il ne s'expliquait pas sa réticence à les fréquenter. Or, Fibiche avait besoin de tout son temps libre pour s'occuper de lui-même, comme si la tâche de se découvrir requérait le meilleur de son énergie. Mais désormais, le sommeil, dans lequel il avait mis toute sa confiance, l'élément qui devait le réconforter et qui constituait depuis si longtemps son éternel recours, commençait à l'abandonner. La nuit où le sommeil le trahit pour la première fois, et les nuits suivantes où la chose se reproduisit, l'alertèrent. Ses ennuis n'étaient pas finis. Pendant quelque temps, il avait eu de la chance. Ici, il faudra lire depuis le A de, pendant quelque temps, le A de la page 53 jusqu'à le A de la page 55, le lire.
C'était en réalité un homme d'affaires retraité. Au beau jour de sa carrière, il avait possédé une chaîne de magasins de fleurs qu'il avait vendue quand il rapportait gros et avait ensuite investi avec sagesse. Il passait ses journées en calcul financier et pourtant sa fortune modeste mais bien réelle ne semblait pas lui réussir. Aucun bouquet n'ornait son appartement lugubre, décoré dans des tons bruns et éclairé le moins possible. Les restrictions lui servaient d'excuse pour ne pas remplacer le lourd mobilier de noyer que l'on aurait dit saupoudré de poussière et de cendres de cigarettes. Les franges des tapis de Turquie étaient gonflées de moutons et ressortaient comme des épaulettes sur l'uniforme d'un soldat de Napoléon. Des rideaux de velours brun pendaient sans vie à chaque fenêtre, et lorsqu'on les tirait pour le couvre-feu, ils répandaient encore davantage de poussière dans l'air stagnant. Les fenêtres n'étaient ouvertes que rarement. Mr. Hardy tenait à une température constante, sans remarquer l'odeur, qui était une combinaison de vieille cuisine et de cendrier sale. Rita Gifford fut la femme divorcée qui obtint sa main. Énergique de nature, un trait de caractère qui s'était affirmé quand elle était devenue infirmière, elle aussi vivait d'un petit capital et elle était décidée à ne plus jamais travailler. C'était une femme au teint vif, avec un corps massif, affiné cependant par des jambes élégantes et de jolis pieds. Après quelques parties de bridge, elle entraîna Mr. Hardy à un thé dansant où elle savait qu'il la verrait à son avantage. C'était une femme qui aimait être mariée, c'est-à-dire qu'elle aimait le statut de femme mariée, car les hommes ne l'intéressaient guère, ce qui chez elle passait au début pour de la vivacité, était en réalité une tendance à disputailler qu'elle réussit à contrôler jusqu'après son mariage. En fait, elle avait surestimé les biens de Mr. Hardy, et tout en ne s'intéressant pas davantage aux enfants qu'aux hommes, elle pensait qu'elle pouvait tolérer sa fille, Christine, comme faisant partie du lot. Il y avait de l'aigreur entre elle et Mr. Hardy. Il n'y avait pas d'amour du tout, pas même de l'affection, mais Mr. Hardy, qui était trop peu en harmonie avec les femmes en général pour comprendre sa fille, pensa qu'il agissait correctement en faisant entrer une femme dans la maison pour prendre soin d'elle. Cela fait, il pouvait légitimement ne pas s'y intéresser davantage. En supposant qu'il eût médité sur son troisième mariage, ce qu'il ne fit pas, il l'aurait vu comme une mesure bienveillante prise à l'égard de son unique enfant. Apparemment, il ne voulait pas voir plus loin. Il ne se demanda pas non plus comment Mrs. Gifford et lui passeraient le temps ensemble. Il envisagea probablement un certain nombre de soirées de bridge, ce qui serait très commode puisqu'il détestait sortir. Il pensa que ce serait suffisant. Le reste du temps, elle pourrait se consacrer à son bien-être, ou plutôt à la préservation des habitudes maniaques qui faisaient sa règle de vie. Or, une fois installée, Rita Gifford, devenue Rita Hardy, découvrit qu'elle le trouvait plutôt antipathique. Après s'être assuré le nécessaire, elle se mit à exiger le superflu.
et comme celui-ci ne venait pas, elle sombra dans des migraines, des humeurs, et provoquait des affrontements mesquins qui rendaient l'atmosphère pesante. Tout se réglait quand elle claquait les portes et se retirait dans la chambre pour une de ces siestes mystérieuses qui maintenaient l'appartement en état de couvre-feu permanent. Mr. Hardy préférait se reposer dans le salon qui s'emplissait bientôt de ronflements sonores. Quand Christine revenait de l'école, elle les trouvait endormies, ennemies, et elle apprit vite à se préparer un sandwich qu'elle emportait dans sa chambre. Elle n'en sortait que bien plus tard dans la soirée, quand des gens arrivaient pour jouer aux cartes. Elle devait garder de son père l'image d'une silhouette corpulente, la tête renversée, les jambes étalées, profondément endormie et ronflant très fort. Elle apprit bientôt à lire en se bouchant les oreilles pour étouffer le bruit. C'était une fillette modeste qui ne se permettait même pas d'être malheureuse, alors qu'elle était souvent accusée de fâcher sa belle-mère. En fait, elle devint le prétexte des ressentiments obscurs qui liaient désormais Mr. et Mrs. Hardy. Malgré tous ses efforts réussis pour s'effacer, on lui reprochait tout. De rentrer, de sortir, de faire la tête, de ne pas jouer au bridge, elle avait 14 ans à l'époque, de trop lire, de ne pas avoir d'amis. Elle était en effet assez intelligente pour savoir qu'elle ne pourrait jamais amener quelqu'un chez elle. Les enfants savent que leurs pareils sont cruels et honnêtes et qu'ils jugent les parents des autres sans pitié. C'est leur première expérience de l'anxiété adulte. Elle avait compris aussi que chez elle, elle n'apprendrait rien qui pût la préparer à une autre vie. C'est ainsi qu'elle prit l'habitude d'aller rendre visite à sa tante, Mrs. Jessop. Mrs. Jessop, la belle-sœur de sa mère, qui habitait précisément à quelques minutes. Marie, distraite, mais pleine de bonnes intentions, accepta sa présence, et quand Christine lui demanda timidement si elle pouvait apprendre à faire la cuisine, elle accepta avec empressement et avec un certain soulagement. Elle accepta avec empressement et avec un certain soulagement, aussi heureuse d'être aidée que de cette occasion de lui apprendre. Christine acquit ainsi les rudiments de l'art du ménage. Habituée à se taire, elle trouvait que son unique chance était de rester silencieuse dans un environnement plus harmonieux. Elle se demandait si on l'accepterait comme religieuse, mais comme elle ne croyait pas en Dieu, elle dut renoncer à cette idée irréaliste. Elle s'autorisa petit à petit à considérer la maison de tante Marie comme son véritable foyer. Personne ne remarquait son absence à West End Lane, et elle savait instinctivement qu'elle faisait bien d'éviter sa belle-mère. Elle avait entendu cette dame dire à son père « toujours dans mes jambes » et lui dire à elle-même carrément face à face, une fille de ton âge pourrait gagner sa vie, si encore tu avais la beauté pour toi. Ce n'était pourtant pas la méchante belle-mère type, elle était trop souvent terrassée par une de mes migraines qui la faisait geindre et passait peu de temps dans la cuisine, sauf pour se préparer d'innombrables tasses de thé qu'elle emportait dans sa chambre. Bientôt Christine employa son expérience nouvellement acquise à travailler chez elle, de sorte qu'elle faisait 2 fois la cuisine, en pensant et en espérant qu'elle s'entraînait pour l'avenir, mais sans savoir ce qu'il serait.
Le soir, Mrs. Hardy se présentait, momentanément reposée, fraîchement maquillée, et préparait la venue des joueurs de cartes. Comme ils avaient dormi tout l'après-midi, Mr. et Mrs. Hardy aimaient se coucher tard. Souvent, en revenant de Covent Gardens, Christine trouvait l'appartement plein de miettes de biscuits et de fumée de cigarettes. Elle prit l'habitude de nettoyer le salon le lendemain matin, avant d'aller à l'école. Dans sa timidité, elle savait qu'elle était un anachronisme. Elle essayait d'aimer son père, mais elle en était empêchée parce qu'il n'était pas à l'aise avec les enfants et considérait qu'il ne lui devait plus rien depuis qu'il avait fait entrer dans sa vie la nouvelle Mrs. Hardy. Quant à Mrs. Hardy, malgré son antagonisme permanent vis-à-vis de Mr. Hardy, elle se montrait possessive. « Ton père et moi aimerions être seuls, Christine », était l'une de ses phrases les plus fréquentes, et elle lui claquait une fois de plus la porte au nez. Derrière les portes fermées, des murmures laissaient supposer un échange amoureux, mais c'était difficile de l'imaginer et même dégoûtant. Christine préférait partir pour l'atmosphère plus pure de la maison Jessop, où elle apprenait à maîtriser la langue braisée à l'orientale de tante Marie. Elle aimait bien aussi les garçons, tout particulièrement Fibiche. Elle sentait qu'il appartenait à la même espèce qu'elle, et cela prouvait qu'elle n'était pas complètement seule. Quand Mr. Hardy tomba malade après une vie d'inertie, de cogitation et de tabagisme, Christine s'empressa à son chevet. Elle pensait que maintenant qu'ils étaient enfin autorisés à être ensemble, sans être trop dérangés par Mrs. Hardy, qui, malgré son expérience d'infirmière, préférait se faire rare, ils allaient pouvoir se rapprocher, découvrir les liens d'affection si mystérieusement absents depuis toujours. Elle n'imaginait pas qu'il pouvait mourir. Quand il devint évident que c'était le cas, elle passa ses nuits sur une chaise, près de lui. Une nuit, l'altération de sa respiration l'alerta. « Père, dit-elle en se penchant vers lui dans un élan de ferveur, « Père, dites-moi ce que je dois faire. » Il y eut un moment confus de bruit et de silence alternés. « Père, insista-t-elle, dites-moi. » Avec un immense effort, Mr. Hardy tourna la tête dans sa direction. « Ne change rien à la maison, dit-il, et il retomba, mort. Quand elle apprit la nouvelle, Mrs. Hardy prit le lit pour une semaine, durant laquelle Christine, complètement terrorisée, dut la servir. Le visage fermé, ce qu'elle attribuait à un mal de tête, Mrs. Hardy n'était pas communicative, mais quand les partenaires de bridge venaient lui présenter leurs condoléances, elle devenait une femme accablée par le chagrin et murmurait « Ne me demandez pas ce que j'ai traversé. »« Je peux l'imaginer, » répondait le visiteur avec sympathie. « Non, » ajoutait-elle, « aucun mot ne peut exprimer. » Et elle laissait retomber sa main dans un geste noble de désespoir. Christine soupçonnait qu'elle faisait allusion à son mariage et non à son deuil, mais naturellement elle ne laissa pas cette pensée prendre forme. Elle était elle-même dans un état de solitude mêlé de peur panique, la peur de devoir passer sa vie à soigner Mrs. Hardy, qui ne se remettrait jamais. Mrs. Hardy conserva en effet la position couchée jusqu'à l'ouverture du testament. L'argent leur revenait à part égale, et il y en avait beaucoup plus qu'on ne l'aurait cru. Ensuite, Mrs. Hardy parut recouvrer son énergie. Un jour, Christine trouva en rentrant 4 valises dans l'entrée. Mrs. Hardy était debout à côté d'elle,
dans un manteau de fourrure qui avait appartenu à la mère de Christine. Elle l'attendait. « Eh bien voilà, Christine, je pars, dit-elle. Tu peux rester ici, il t'a laissé l'appartement. Tu auras assez pour toute ta vie si tu fais attention. Mais où allez-vous? Je pars pour Bournemouth. Je te donnerai mon adresse, mais je ne promets pas de rester en contact. Je me lance dans l'hôtellerie avec mon beau-frère, le frère de mon premier mari. Il est tout seul, comme moi. » L'éclair du remariage brillait déjà dans ses yeux. « Occupe-toi de tout et n'oublie jamais de fermer les portes. » On sonna. « Mon taxi. Bon, je crois que c'est tout, non ?» Elle tendit la main et Christine finit par comprendre qu'elle devait la serrer. « Achète-toi des vêtements, des trucs, » dit Mrs. Hardy. « Fais quelque chose, tu es affreuse. Et change d'expression. Les hommes ont horreur du malheur. Alors, pour ce qui est de cela, bonne chance. Tu en auras besoin. Tu en auras bien besoin. » Et elle s'en alla. Le départ de Mrs. Hardy affecta Christine d'une manière étrange, davantage que la mort de Mr. Hardy. L'appartement silencieux la rendait nerveuse et elle devait souvent calmer sa respiration trop rapide afin de pouvoir tendre l'oreille en cas de bruit suspect. Elle continuait à se préparer un sandwich dans la caverne de la cuisine et à filer avec dans sa chambre. La poussière s'accumulait dans le salon et dans la chambre de Mrs. Hardy parce qu'elle n'osait plus entrer dans ces pièces troubles qui retenaient l'odeur de leurs anciens habitants. Toute la journée, elle essayait de lire et le soir, qu'elle attendait avec impatience, elle allait à Campen Gardens. Tante Marie déclinait et ne s'interrogeait pas sur sa présence. Aussi, Christine ne pouvait-elle pas confier ses difficultés, et elle les enterra à regret, comme si elle comprenait que rien de sa vie passée ne méritait d'être retenu. Parler de Mr. Hardy aurait été de toute façon une tâche ardue. Elle s'était pourtant entraînée à se dire « Mon père est mort » pour voir si les larmes venaient, mais elle ne pleurait pas, et elle réalisa finalement que ce qu'elle ressentait, c'était du soulagement. C'en aurait été du moins si elle avait pu se débarrasser de la peur qui la poursuivait. Quand Fibiche la raccompagnait chez elle le soir, elle redoutait le moment où il tournait le dos et la quittait. C'était pour elle une preuve supplémentaire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Quand Hartmann revint du service militaire, il la regarda de haut en bas. « Achète-toi quelque chose de nouveau, Christine, » lui dit-il. « On porte les jupes plus longues en ce moment, le New Look. » Il détestait voir une femme se laisser aller. Il prenait cela comme une insulte personnelle. Christine le regarda avec stupéfaction. « Tu aimerais aller à un concert un de ces soirs ?» Christine le regarda avec stupéfaction. « Tu aimerais aller à un concert un de ces soirs ?» lui demanda-t-il avec audace, ignorant la présence de Fibiche. Il avait besoin de se remettre en forme pour préparer son retour dans le monde. Il ne pensait pas à mal. N'importe qui aurait fait l'affaire puisqu'il n'avait aucune intention obscure. Christine déclina son invitation comme s'il lui avait proposé l'adultère. Sa place était aux côtés de Fibiche à écouter la radio à Campen Gardens. C'était comme s'ils étaient déjà mariés. Mais comment mettre cette idée dans la tête de Fibiche? Elle n'était ni belle ni excitante, elle n'avait aucune expérience et en savait bien peu sur la manière dont on arrange ces choses-là. Hartmann avait jeté un regard de connaisseur sur sa silhouette élancée, qui la mettait à son avantage depuis qu'elle s'était achetée une ou deux longues jupes amples à la mode déjà depuis un certain temps. Mais ce même regard de connaisseur lui disait qu'elle n'était que vertu
que sa lourde chevelure ne se déploierait que pour être brossée avant l'heure de dormir, et que ses grands yeux bleus, qui le regardaient avec tant de confiance, ne recelaient que des projets culinaires. Il la destinait mentalement à Phibiche, n'eût été que pour sa tranquillité d'esprit, car à mesure que son propre avenir s'éclairait dans son imagination, il sentait qu'il devait organiser celui de Phibiche. Il savait que Phibiche ne pourrait pas continuer longtemps à vivre tout seul, même s'il avait l'air relativement heureux entre lui, qui était revenu, et Christine, qui se fondait dans le décor. Phibiche vivait en effet une sorte d'adolescence prolongée entre son frère, Hartmann, et sa sœur, Christine. Christine trouvait normal d'aider Phibiche dans son travail et de taper les lettres qu'Yvette n'avait pas pu finir, ni même commencer, en raison d'autres obligations pressantes. Elle aimait à penser qu'ils étaient liés de toutes les manières possibles. Cette Yvette l'intriguait, mais quand elle sut que Hartmann voulait se fiancer avec elle, elle n'en perdit pas le sommeil. Au contraire, soulagée de voir que ce n'était pas Phibiche qui était visée, elle fit de son mieux pour préparer un bon dîner quand Hartmann amena Yvette à Campen Gardens pour la première fois. La soirée fut une réussite inattendue. Christine découvrit en Yvette une femme chic et digne de confiance qui pouvait lui apprendre des choses fondamentales. Son admiration fut tout à fait réelle. Yvette vit une gentille petite jeune femme qu'elle pourrait façonner à son gré et qui de surcroît avait une allure anodine. Elles se risquèrent à convenir d'aller faire des courses ensemble et de préparer le trousseau d'Yvette. Cette idée ravit Hartmann, qui était déjà euphorique et paternaliste. Mais c'est Christine qui revint de la première expédition avec des cheveux courts qui révélaient un joli visage fin, les cheveux grisonnaient, une mèche plus claire traversait la masse brune comme un maquillage. Christine ressentait tout le poids de l'angoisse existentielle de Phibiche. Elle se forçait cependant à rester calme. Sa nouvelle coiffure et ses jupes longues lui donnaient un peu d'assurance. Mais, avec le mariage de Hartmann dans l'air, elle devint pensive. Ne sachant rien des usages de l'amour, elle égalait Phibiche en innocence, excepté ce curieux désir d'association qu'elle avait toujours éprouvé. Elle se demandait avec anxiété ce qui lui manquait, et pensa que ses espérances avaient peut-être été trop présomptueuses. Elle tenta de trouver des réponses auprès du Dieu en qui elle ne croyait pas. Elle lut la Bible et réussit à imaginer un monde où la justice répandrait ses bienfaits. Ce beau rêve, commun à toute l'espèce humaine, lui donnait de la force, encore qu'elle ne voyait pas comment elle pouvait contribuer personnellement à sa venue. Elle continua à tenir compagnie à Phibiche le soir, et quand Hartmann s'installa à Ashley Gardens, quand Yvette entreprit la décoration du nouvel appartement, opération qu'elle décrivait longuement à Christine par téléphone, elle transporta sa machine à écrire dans le salon de tante Marie, devenu celui de Phibiche, et se voua à l'espérance, aux bonnes actions et à la foi aveugle. C'était à peine de l'amour, bien qu'il n'y eût pas d'autre objet aimé dans la vie de Christine. Il n'y en avait probablement jamais eu.
C'était une envie, un désir, une volonté de compenser toutes ces années sans amour. Elle ne pensait guère à elle-même, et ne se voyait certainement pas comme une femme dotée de certains charmes. Elle donnait maintenant une impression d'originalité et même de distinction. Pas comme une femme dotée de certains charmes, mais plutôt comme une assistante, une acolyte. Une acolyte qui pourrait devenir une employée permanente si les circonstances étaient favorables. Son statut serait enfin assuré. Elle ne savait pas que Hartmann comptait sur sa présence dans la vie de Fibiche, ni même que Fibiche y comptait aussi. Elle ne voyait pas pourquoi les choses changeraient un jour, et Fibiche non plus. Comme le mariage de Hartmann approchait, elle se força à aller s'acheter une nouvelle robe. « Bleue » dit-elle à la vendeuse avec indifférence, car les mariages la rendaient de plus en plus triste. « Ma couleur, c'est le bleu. » C'est ce qu'on lui avait dit un jour, et elle ne l'avait jamais discuté. Elle ne se jugeait même pas digne d'avoir la moindre couleur. Tandis que l'on enveloppait dans du papier de soie un vêtement bleu très dame, elle aperçut sur un mannequin une robe qu'elle associa aussitôt avec un type de femme plus engageant que celui auquel elle se savait appartenir. Tandis qu'on lui préparait la facture, quelque chose la poussa à demander « Je peux essayer celle-là » Quand elle se vit dans la robe de soie gris-vert, bien ajustée sur le buste et avec une longue jupe, elle rougit d'excitation. Ses bandeaux gris encadraient un visage inhabituel aux joues roses et aux yeux brillants. La couleur de la robe avait donné à ses yeux un gris presque transparent. Elle se sentait nerveuse mais décidée. « Je la prends. » Si elle avait fait une erreur, ce n'était pas grave. Après tout, pensa-t-elle, personne ne me regardera. C'était ce qu'on lui disait souvent d'un ton sévère quand elle était petite fille. Elle avait entendu des voix ancestrales assurer ou ordonner « Personne ne te regardera, Christine. » Elle assista au mariage avec plaisir. La mère d'Yvette avait servi au repas tout ce qu'elle avait pu se procurer, et Cazenove avait offert beaucoup de champagne. Après le deuxième verre, le teint de Christine s'aviva et ses yeux devinrent plus brillants. Quand Fibiche la raccompagna chez elle, elle lui dit « Ça paraît si bête de rentrer chacun chez soi dans un appartement vide. » Animé lui aussi par la fête, Fibiche la regarda. Le visage était moins coloré à présent, mais les yeux étaient immenses. « Je ne suis pas prêt pour les changements, » dit-il avec gaucherie. « Je ne suis pas prêt pour des changements, » dit-il avec gaucherie. « Jusqu'à ce que Hartmann revienne de son voyage de noces, je vais avoir beaucoup de travail. » Les yeux se faisaient implorants. « Nous pourrions nous fiancer si tu veux, » ajouta-t-il, « mais je ne veux pas encore me marier. » Ce soir-là, après qu'il l'eut quittée à sa porte, Christine pleura de joie. Mais l'histoire n'était pas terminée. Les fiançailles durèrent 2 ans. Fibiche n'était jamais prêt. Finalement, Hartmann lui parla en tête-à-tête et lui dit ce qu'il devait faire. Hartmann l'emporta, tandis que Christine attendait toujours pieusement. Après un mariage civil, Christine et Thomas Fibiche revinrent à Campen Gardens, mari et femme. Le bonheur de Christine était teinté d'étonnement. « Je suis mariée, » se disait-elle. « Je me suis mariée. » Faire l'amour ne la surprit pas, et elle s'y adonna avec une aisance et un plaisir inattendus. Et si cela les transformait, Fibiche et elle, en personnages plus violents que ceux qu'ils croyaient être, elle ne sut jamais que cette activité qui l'amusait alimentait l'angoisse déjà extrême de Fibiche. Elle mit ses silences sur le compte de la fatigue, car il travaillait beaucoup. Il voulait aller au bureau à des moments où ils auraient pu rester ensemble, mais elle savait qu'elle ne devait pas essayer de le changer. Quand Hartmann annonça qu'il leur avait trouvé un appartement
juste au-dessous de celui qu'il occupait avec Yvette, elle hésita. Quand elle examina les pièces vides qu'elle allait pouvoir meubler comme elle l'entendait, son ancienne frayeur la saisit et la fit frissonner. « Comment vais-je faire » pensa-t-elle. Si Fibiche n'avait pas eu en Hartmann une confiance aveugle, elle aurait proposé de rester à Campen Gardens. Mais Yvette était enceinte et ne se sentait pas bien. Christine savait qu'on aurait besoin d'elle. Lentement, en faisant beaucoup d'erreurs et en gaspillant l'argent dont elle ne s'était jamais servie, elle installa son nouveau foyer. La première nuit qu'ils y passèrent, Fibiche et elle dormirent mal. Ils se réveillèrent plusieurs fois pour chercher instinctivement une fenêtre, une porte. Tout était mal disposé. Ils ne s'y firent jamais complètement. À mesure que les années passèrent, le contentement de Christine faiblit, devint fragile et finit par s'effacer complètement. Fibiche restait distant, plongé dans ses réflexions, et cela l'éloignait d'elle. Elle expliqua ce comportement par les tensions que provoquait son travail, jusqu'à ce qu'elle ne crût plus elle-même à cette excuse. Les vacances en Normandie, les soirées si réussies que donnaient Hartmann et Yvette, s'espacèrent. Complètement fous de leur petite fille, Hartmann et Yvette restaient davantage à l'écart, et laissaient à Fibiche trop de temps et trop peu de sujets de conversation pour qu'il pût distraire sa femme. Maintenant qu'il confiait ses difficultés à son analyste, il ne restait plus grand-chose à discuter entre eux. Cette pratique marqua pour Christine la fin de leur intimité. Tout en ne pouvant pas envisager une autre forme de vie, puisqu'ils savaient qu'ils étaient destinés l'un à l'autre, ils ne voyaient pas très bien comment ils allaient continuer. Peu à peu, comme par osmose, Fibiche communiqua ses peurs à Christine, qui commença à se sentir étrangère comme autrefois dans la maison sinistre de son père. À mesure que les années passaient, une sourde mélancolie la réduisit au silence. Les après-midi d'hiver, où la lumière baisse et où la nuit commence trop tôt, les restes misérables de sa jeunesse la traquaient. Assise sur son canapé dans le salon, que pour une raison inconnue elle n'avait pas réussi à meubler de façon satisfaisante, elle se demandait pour la 1000e fois pourquoi elle n'aimait pas ce qui l'entourait. Elle trouvait que ses rideaux de velours d'un bleu froid et sa moquette rosée ne convenaient pas. Elle se répétait que les coussins roses ne réveillaient pas vraiment le bleu inerte des fauteuils de velours. Elle s'interrogeait, tout en restant indifférente. Fallait-il tout changer ? Mais si elle changeait les fauteuils, il faudrait changer les rideaux, puisque tout était fait pour aller avec le reste, et c'était décourageant. Si on lui avait demandé quels étaient ses goûts, mais ça n'était jamais arrivé. Ils étaient indécis, et cela ne lui servait donc à rien. Son instinct lui disait que les pièces doivent être sombres, sans caractère, ennuyeuses, et elle reconnaissait là un souvenir de sa petite enfance. Son salon l'exaspérait, parce qu'il était d'un bleu trop insistant, une couleur hostile, sans la moindre chaleur. C'est pourquoi elle entretenait une température maximale, qui donnait toujours à la pièce une odeur de sécheresse. Elle essayait d'y remédier en disposant des coupes de peau pourrie, qui ajoutaient leur parfum fané à l'odeur figée. Quelque part, une radio produisait des sons inarticulés. Au-dessus, Marianne Hartmann tomba. Christine entendit qu'elle pleurait et qu'on la consolait. Les jours de pluie, quand Christine se réveillait dans l'obscurité humide et tiède, elle était saisie de désespoir. Elle avait l'impression de se désintégrer physiquement de minute en minute. Ses cheveux épais lui semblaient couverts d'humidité. Elle avait les mains moites et les pieds gonflés. Elle se passait machinalement la main sur les yeux, comme pour en écarter les toiles d'araignée. Imprégnée d'humidité, elle se résignait à rester à l'intérieur et allumer la lumière dans l'appartement trop chaud.
Désormais, elle était toujours indécise. Les après-midi notamment étaient interminables. Dehors, c'était un monde noyé, des feuilles collées au trottoir, des arbres dénudés, des voitures qui ne voulaient pas démarrer. Cela ne la consolait pas de penser à la chance qu'elle avait, en n'étant pas obligée de sortir, de faire la queue aux arrêts d'autobus, de passer la journée les pieds mouillés, de rentrer dans la cohue, anéantie après de longues heures pénibles. Ce dont elle rêvait, dans cette atmosphère étouffante, suffocante, c'était une grande bouffée d'air frais, au propre comme au figuré. Elle voulait sentir ses nerfs se tendre, comme elle l'avait senti un court moment quand elle était une jeune fille trop malheureuse. Elle voulait que les recoins de son esprit soient décapés par des certitudes fortifiantes. Quand elle était de cette humeur, elle pensait à son enfance triste, où elle était condamnée au silence dans la maison de son père pour ne pas irriter sa belle-mère, elle que tout irritait. Elle réfléchissait au genre de mariage auquel préparait une telle jeunesse, et à la gratitude qui restait encore, son émotion, la plus forte. Elle savait désormais que c'était une erreur, et l'esprit de subversion commença à la ronger. Elle se surprenait parfois à penser qu'elle ne voulait plus être respectable, qu'elle se serait sentie davantage elle-même si elle avait finalement lâché prise et vécu d'expédients avec quelque ironie et infiniment de plaisir, manger n'importe quoi, recevoir de l'argent de n'importe qui. Sans aucun doute elle aurait eu des amants, car elle aurait permis à ses désirs de remonter du souterrain profond où elle les avait prématurément enfouis. Elle regardait par la fenêtre la rue trempée, en n'entendant que le crissement des pneus et les sons confus et lancinants de la radio. Elle s'imaginait dans toutes sortes d'attitudes négligées, grosses peut-être, sentant le tabac, vulgaire, délurée. Quand Fibiche rentrait à la fin de telle journée, il trouvait Christine toujours immaculée. Mais le vide qui s'était instauré récemment autour d'elle se communiquait à lui, et à son angoisse habituelle venait s'ajouter la conscience de celle de sa femme.